Salut à tous et bienvenue sur les comptes de la crypto. Alors tout d'abord, je tiens à remercier solennellement toutes ces personnes qui se sont abonnées. On a passé le cap des 500 abonnés. Franchement, je trouve ça extraordinaire. Je peux toujours pas m'empêcher de toujours imaginer 500 personnes dans une pièce. C'est-à-dire, c'est énorme. Bon, je sais, c'est dérisoire par rapport aux 10 000 abonnés, aux 50 000 abonnés, aux 100 000 abonnés de certains youtubeurs. Mais moi, je commence, je démarre, je suis vraiment très fier d'avoir une communauté de 512 abonnés. Je trouve ça vraiment énorme. Alors maintenant, objectif 1000 abonnés, je sais, je rêve, je sais, c'est tellement ambitieux que voilà. Mais bon, faut se fixer des projets dans la vie, faut y croire et j'y crois fort. Je crois en vous, ma communauté, ça me fait vraiment plaisir. Je m'investis vraiment au maximum de mes capacités actuelles. C'est vrai qu'en ce moment, je suis vraiment beaucoup pris entre le boulot et ma vie perso. Je vous dis, c'est le rush. Un de ces quatre, je vous raconterai ma vie, éventuellement, n'importe quoi. Non, je vous raconterai pas ma vie en fait, parce qu'on va pas mélanger le pro et le perso. Mais par contre, ce que je pourrais faire, éventuellement un jour, c'est vous raconter ma petite histoire avec le monde de la crypto. Pour vous faire un petit teaser, j'ai démarré dans le monde de la crypto il y a un an, pile, mais en un an, il s'est passé énormément de choses, des choses assez graves, des choses vraiment complètement folles. J'ai un parcours un peu assez atypique, on va dire. Et un de ces quatre, je pourrais vous raconter tout ça. Voilà, donc objectif 1000 abonnés, je compte sur vous. Si vous faites partie de toutes ces personnes qui regardent la vidéo sans s'abonner, je vous oblige pas à vous abonner. Si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Mais en tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne et si vous voulez faire partie de la communauté, moi je réponds aux commentaires. C'est vrai que je porte vraiment une grande importance à ça. En tout cas, tant que c'est possible, je le ferai. C'est-à-dire que tous les jours, je viens consulter les commentaires et j'y réponds. Parce que pour moi, voilà, on fait partie de la même communauté, on est ensemble. Vous me soutenez, donc en échange, forcément, je m'investis et je serai toujours là pour répondre à vos questions du mieux que je peux. Après, je suis pas un professionnel. Franchement, je pense qu'on va vraiment évoluer ensemble. Moi, c'est mon premier bull run. Je vous dis, j'ai démarré dans le monde de la crypto l'année dernière. Du coup, vraiment, je suis tout frais sur le marché et dans ce monde-là. Après, j'ai quand même passé cette dernière année avec le nez à fond dans la crypto. Donc, bon, je me suis quand même beaucoup documenté et tout. Donc, je pense que je peux vous apporter certaines choses et en échange, vous pouvez m'en apporter d'autres. Donc voilà, c'est un échange, on est en communauté, on est ensemble. N'hésitez pas à me faire remonter s'il y a des choses que je peux améliorer ou s'il y a des projets qui vous intéressent dont je parle pas ou voilà, me montrer, me signaler des choses, n'hésitez pas. Donc voilà, ensuite on passe directement sur le CoinGecko. Parce que voilà, on a le Dogecoin qui est sur le top 4. Donc il est à 91 milliards de capitalisation. Il est carrément 4e position. Donc je trouve ça vraiment exceptionnel. Après, bon, ça nous montre quand même et ça prouve quand même au monde de la crypto que les fondamentaux, c'est pas la base. Les fondamentaux, ça ne fait pas tout. On a beau avoir des projets qui ont des fondamentaux en béton et une utilité certaine, ça n'empêche pas le Dogecoin de les dépasser de loin. Après, bon, beaucoup peuvent dire que c'est une bulle spéculative et qui risque d'éclater à tout moment. En attendant, c'est pas ce qu'ils nous montrent. Il y a des grosses têtes derrière, il y a des gros fonds. Maintenant, moi personnellement, je ne suis pas pro Dogecoin. J'en ai pas dans mon portefeuille et je ne compte pas en avoir. C'est pas une crypto qui m'intéresse. Je vous conseille même pas d'entrer sur cette crypto-là. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que voilà, les fondamentaux, c'est bien, c'est sûr, mais ça n'empêche pas des projets d'avoir des gros fondamentaux, de se faire complètement reléguer par le Dogecoin qui est, comme certains disent, une blague, une crypto qui sert à rien. Bon, petite parenthèse, pour moi, il y a beaucoup d'autres cryptos dont le jeton ne sert à rien et n'a pas d'utilité concrète, en tout cas au jour d'aujourd'hui, quoi. Après, pour la majorité, voilà, c'est beaucoup de promesses et beaucoup de projets. Mais pour la majorité, c'est des projets qui n'ont même pas encore vu le jour, qui ne sont pas encore fonctionnels. Donc voilà, c'était pour le Dogecoin. Ensuite, un petit tour sur les Open Interest. Je me suis amusé à farfouiller un petit peu les dates d'expiration. Et sur la date du 30 juillet, je trouve cette bougie des 100 000 dollars sur le Bitcoin pour le 30 juillet. Je pense que c'est un indicateur. J'ai plutôt l'impression que voilà, après cette longue phase de consolidation durant le printemps, c'est vrai que j'avais pensé que pendant le printemps ça allait pouvoir exploser. Finalement, pendant le printemps il y a eu cette longue phase de consolidation et de correction. Donc maintenant on va voir si pendant l'été, en tout cas si d'ici cet été, d'ici le mois de septembre ça va exploser ou pas. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre avec le marché de la crypto.
quand on regarde le cours du Bitcoin, on a quand même fait un mouvement, mais c'est quand même énorme, quoi. C'est que déjà, on avait cassé les 20 000, donc au moment où on l'a cassé, bon tac, petit pullback, ensuite on revient, on l'explose, et après à partir de là, on a quand même explosé, poussé jusqu'aux 40 000. Après des 40 000, on a eu cette purge qui était quand même nécessaire jusqu'aux 30 000. Ensuite, on a repoussé, mais littéralement jusqu'aux 60 000. Donc c'est quand même énorme. On a enchaîné quand même 2 jambes haussières considérables et consécutives. Et derrière tout ça, forcément, ça n'allait pas. Derrière tout ça, forcément, ça n'allait pas continuer à monter et monter sans cesse. Donc voilà, une petite période de purge comme ça, enfin petite, entre guillemets, une période de 2 mois de purge et de consolidation, et voilà. Et déjà, d'une part, je trouve ça sain parce que voilà, le marché, il a quand même besoin de digérer cette période d'excès haussier, on va dire. Donc c'est comme si, voilà, il avait trop mangé. Donc arrivé un moment, il a quand même besoin de digérer, et au-delà de digérer, il a besoin aussi d'éjecter, quoi, d'éliminer tout ce surplus qu'il a avalé. Donc c'est sain dans ce sens, mais je pense que du côté aussi psychologie humaine, c'est aussi très important pour le marché qui, je précise, veut toujours avoir raison. C'est aussi important pour le marché de faire hésiter les gens, en fait, parce que là on était quand même sur une période où tout le monde était sûr qu'on allait continuer à monter. Donc ça devenait un peu trop facile. Et c'est quand même étonnant de faire de l'argent un peu trop facilement. Donc forcément, là, on a enchaîné une belle hausse. Ensuite, bon, petite période de doute, il le fallait. Ensuite, on enchaîne encore une belle hausse. Après, encore une période de doute, donc exactement similaire à cette période-là. Quand on regarde cette période-là et cette période-là, bah, ça se ressemblait drôlement. Donc quand on a commencé à repartir, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le sentiment du marché, tout le monde était extrêmement haussier. Donc un tas de personnes avaient posé des longues, mais avec des leviers, mais à foison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est d'ailleurs là qu'on a battu presque le record. Je ne sais pas si c'est le record, mais en tout cas c'est la première fois que j'entendais parler d'un chiffre aussi énorme de liquidation sur les longues. Mais je pense que voilà, c'était nécessaire, parce que le marché, en tout cas les personnes derrière, les investisseurs et les traders, tout le monde était trop sûr de lui que ça allait continuer à monter. Donc quand tout le monde, quand la majorité des personnes deviennent trop sûres d'eux que ça va monter, ce serait quand même étonnant que le marché monte, en fait. Ce serait trop facile, en fait. Donc là où je veux en venir, c'est que je pense qu'au-delà du fait que ce soit sain, que le marché digère et consolide avant de repartir sur une tendance haussière, c'est aussi nécessaire pour contrer justement toute cette... c'est aussi nécessaire, je pense, pour la psychologie du marché, de faire douter les gens. C'est-à-dire que si j'étais le marché et que je voyais tout le monde être sûr de lui, que je vais continuer à monter, et que moi, mon objectif, c'est pas de tous les faire gagner, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à les faire douter, et je vais commencer à faire peur. Et pour pouvoir faire douter et faire peur, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben voilà, faut s'effondrer comme ça, faut ranger longtemps, il faut s'effondrer encore, et voilà, mettre des grands coups et voilà, ça permet de mettre des grands coups d'incertitude, des grands coups de doute et des grands coups de peur dans la psychologie, et ainsi ça permet de faire basculer une majorité de personnes qui avaient vraiment un sentiment haussier, et ben d'effacer ce sentiment haussier que chacun pouvait avoir dans son cœur et dans sa tête, et de l'effacer, voire même idéalement, en tout cas pour le marché, de le remplacer par la certitude que ça va baisser. Et à partir du moment où une majorité de personnes vont être sûres que ça va baisser, ou en tout cas vont avoir des gros doutes en se disant peut-être qu'on a connu un pic, là on est monté trop haut et le marché est en train de nous faire comprendre qu'il est essoufflé et qu'il ne peut pas monter plus haut, et que là ça se trouve de plus en plus le marché met dans la tête des gens que voilà, on a peut-être connu le pic et que là on va s'effondrer, bah à partir du moment où il y aura une majorité de personnes qui auront peur et qui auront plutôt la certitude que le marché va s'effondrer, et ben c'est là que le marché va se relever et repartir sur une tendance haussière. En tout cas, moi c'est ce que je me disais. Je vous cache pas que je me le disais déjà quand on était passé des 20 000 aux 40 000. Je me disais ouais, c'est déjà énorme. Parce que pour passer de 0 à 20 000, on l'a pas fait en 2 semaines. Mais par contre, pour passer de 20 000 à 40 000, bon, je me souviens plus exactement combien de temps on avait mis. Mais voilà, des 20 000, si je mesure grossièrement des 20 000 aux 40 000, on avait mis 38 jours. Donc on va dire environ un mois. Quand même, un mois pour passer de 20 000 à 40 000, je m'étais dit que c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Donc je m'étais dit là, ça devient un peu trop facile. Donc bon, il y a eu cette longue période quand même d'hésitation, de correction, donc qui a duré, on va dire,
en tout cas à partir du moment où on est reparti, ça voudrait dire qu'elle a duré 30 jours, donc un mois. Donc en un mois, on est passé des 20 000 aux 40 000. Ensuite, il nous a fallu un mois pour renverser un peu la tendance, faire taire un peu toutes ces croyances et ces certitudes haussières. Et ensuite, on repart à l'assaut. Donc on repart à l'assaut des 60 000. Donc là, encore une fois, ça devient encore trop et un peu trop rapide. Donc là, forcément, depuis qu'on les a pétés, même si le marché nous montre quand même, en tout cas, il y a quand même des indications qu'on est sur une tendance haussière, c'est-à-dire là, on faisait quand même des plus hauts qui étaient toujours de plus en plus hauts et des plus bas qui étaient aussi de plus en plus hauts. Donc arrivé un moment où on a tapé les 65 000 presque. Oui, les 65 000, ça dépend sur quelle plateforme. Là, ça devenait quand même un excès haussier, encore une fois. Et encore une fois, la majorité des gens avaient ce sentiment haussier et étaient avec de fortes certitudes, quoi. Donc, quand vous commencez à voir autour de vous ou sur les réseaux sociaux, tout le monde enfin, une majorité, en tout cas, de personnes qui sont vraiment sûres que le marché est haussier, vous pouvez être sûr, à votre tour, que le marché va faire l'inverse. Pas forcément l'inverse, donc il ne va pas devenir baissier non plus, mais en tout cas il va provoquer des mouvements afin de faire disparaître cette certitude, voire même de l'inverser. Je pense que l'objectif du marché, c'est d'inverser les sentiments à partir du moment où... Enfin, c'est d'inverser les sentiments tout court, hein, parce que même si on était sur un marché baissier, il va nous faire des petites feintes comme s'ils allaient remonter pour nous faire croire à un rebond à chaque fois. Donc voilà, c'est la psychologie inversée, je pense, qui a duré maintenant plus de 2 mois. Donc maintenant, à l'issue duquel on se retrouve sur le support résistance des 58 000, cette zone dure des 58 000. Donc c'est une zone qu'on a vraiment du mal à traverser, mais je pense que quand on va la traverser, eh bien soit on va venir rebondir dessus, comme je l'ai dessiné ici, ou soit on va s'extraire directement, ou pas forcément, ou alors soit on va continuer comme ça à ranger encore plus longtemps, c'est aussi possible. Et je vous dis, plus on va ranger longtemps, et plus c'est sain, parce que quand on regarde sur cet indicateur, bon après, ça vaut ce que ça vaut cet indicateur, mais en tout cas, si on se fie à cet indicateur, plus on va ranger longtemps et plus le pic, le sommet, l'ATH se situera de plus en plus haut. C'est-à-dire plus on va ranger longtemps ici et plus on reporte l'ATH à un point de plus en plus haut. C'est-à-dire que c'est vraiment bénéfique pour le marché. Cette période d'accumulation, de consolidation, de correction, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'est vraiment bénéfique pour le marché. Donc après, on peut voir l'Ethereum. Donc l'Ethereum, c'est encore autre chose. Je vous le trouve. Voilà, l'Ethereum, il avait quand même un retard. Apparemment, c'est un retard qu'il a toujours eu. C'est vrai que ceux qui sont sur le marché depuis plusieurs années, beaucoup de personnes disent que l'Ethereum a toujours eu une petite marge de retard par rapport au reste du marché, en tout cas par rapport au Bitcoin. Donc là, en tout cas, moi, de ce que je peux voir de mon analyse, c'est qu'il a eu son retard. Quand tout a explosé, eh bien lui, voilà, il est monté gentiment et timidement, mais voilà, c'est toujours resté en réserve. Mais maintenant, on est en train de plus en plus, en tout cas l'Ethereum est en train de plus en plus de rattraper son retard. Donc pour moi, ce qu'il est en train de faire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel dans le sens où il n'est pas à l'initiative de ce mouvement haussier, il est suiveur dans ce mouvement haussier et suiveur avec un train de retard. Donc faut quand même garder à l'esprit que ce mouvement haussier a été initié par le Bitcoin depuis le début d'année, depuis décembre, janvier, et puis même on pourrait aller encore plus loin depuis le crack Covid de l'année dernière en vrai. C'est vrai que quand je repense que l'année dernière l'Ethereum était à une petite centaine de dollars, il a fait un x36, un x30 en un an, c'est quand même énorme. Donc après, ce mouvement haussier, je pense que c'est juste un train de retard, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, ça l'est par rapport au marché actuel, parce qu'il se démarque et il est en train de superformer le Bitcoin, mais il est en train de le superformer actuellement, c'est-à-dire sur une période donnée de aujourd'hui, de cette période actuelle. Mais si on repart en arrière et qu'on voit le moment où le Bitcoin était en train d'avoir cet excès haussier, dans ce cas-là, on pourrait se dire que l'Ethereum, à l'inverse, ne le suivait pas. Donc voilà, pour moi, il est en train de rattraper simplement son retard et aussi de rattraper aussi sa cotation parce qu'il était quand même très sous-évalué et là, il est en train d'être pris de plus en plus au sérieux.
Donc ensuite on a le haillon que je voulais vous montrer parce que je vous en avais parlé sur ma dernière vidéo, il était à 0,37, on était exactement là. Donc je vous mets un petit trait, donc on était environ par là je pense, quand je vous en avais parlé, je vous avais dit que qu'il allait probablement bientôt exploser, mais qu'il était encore possible, en tout cas pour ceux qui voulaient attendre, une dernière petite consolidation avant de repartir, mais bon, on ne sait jamais quand ça va partir. Après, on connaît les projets qui ont de fortes chances de partir, donc il y avait Avax, il y avait Aion, etc. Ensuite, on a pour le OMI, on va faire simple, hein, on est toujours sur cette période de consolidation qui dure depuis plusieurs mois maintenant. En tout cas, oui, depuis plus d'un mois maintenant. Non, depuis un mois, enfin je sais plus. Donc voilà, on est toujours sur cette période de consolidation qui dure depuis plusieurs semaines pour le OMI. Bon après, il faut pas oublier, il faut quand même garder à l'esprit que le OMI, en tout cas VV, est toujours sur son application bêta, qu'ils ont un nombre d'utilisateurs qui est beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient estimé et pensé avoir, qu'ils ont toujours pas démarré la communication et le marketing. Ils ont signé récemment un partenariat avec avec une grosse agence de com qui va justement s'occuper de ça, mais c'était toujours pas fait. Et que voilà, il va continuer à y avoir des nouvelles et des news au niveau de nouveaux partenariats, de nouvelles licences, de nouveaux listings, et je pense que chacune de ces annonces va toujours avoir un effet sur le cours, et je pense que pour du long terme, c'est-à-dire vraiment pour du long terme, c'est une belle entrée. Actuellement, le OMI il est en train de proposer une belle entrée pour les retardataires, pour du long terme en tout cas. Après, bon, si vous êtes là plus pour du court terme et tout, n'allez pas jouer avec tout ça. En tout cas, choisissez. C'est à vous de choisir vos terrains de jeu ensuite. Pour ce qui est du court terme, c'est vrai que voilà, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour du long terme et pour quelqu'un qui y croit, après, c'est pas un conseil en investissement, mais à vous de faire vos propres recherches. Mais en tout cas, pour ceux qui ont fait leurs recherches et qui sont convaincus par le projet, mais qui attendaient une zone de rechargement, pour moi, ça l'est. Depuis les 0,7 où j'ai placé un trait parce que c'était voilà une zone de support, puis une zone de résistance à ce niveau-là. Depuis, on l'a toujours pas dépassé. On est dans une période de réaccumulation et je pense que si vous attendiez une zone de rechargement, ben là, vous l'avez. Ensuite, pour le VRA. On est actuellement sur la zone de support que j'avais identifiée ici, donc on l'avait testé déjà à l'époque ici, ensuite on l'avait transpercé par là, ensuite on l'avait redépassé, bon là c'était au gros crack entre guillemets, là c'était à la grosse période de correction du Bitcoin, en tout cas la dernière, on était venu s'appuyer ici, ensuite on avait redépassé ce support qui est devenu une résistance, on est revenu la tester une fois, on est reparti, là on revient la tester, à voir. Soit on va la transpercer, dans ce cas-là on pourrait éventuellement venir se reposer sur ce support qu'on a formé lors de la dernière correction, ce serait une belle période, une belle zone de rechargement, ou soit on va juste s'appuyer sur ce support et repartir à la hausse. Donc ensuite c'est pareil pour Veracity, il peut y avoir de nouvelles news qui arrivent et qui impactent le prix à tout moment. Donc si vous n'êtes pas dessus, là je pense que c'est une belle entrée, mais pas à 100%. Là encore une fois, hein, c'est pas un conseil en investissement, mais si vous avez fait vos propres recherches sur le VRA et que vous êtes convaincu par le projet et que vous attendez un bon point de rechargement pour rentrer, là ce que je vous conseillerais c'est d'entrer une petite partie ici, ensuite attendre de voir, parce que si on craque ce support, eh bien on pourrait éventuellement venir s'appuyer plus bas, donc ce serait plus intéressant pour vous, et après si on ne craque pas et qu'on repart en haut, bah c'est pas grave, vous allez recharger un peu plus haut, ça fera une moyenne toujours intéressante, en tout cas pour du long terme je pense que c'est toujours intéressant. Donc ensuite j'avais 2-3 projets à vous présenter, mais là la vidéo elle va commencer à être longue, donc je vous l'ai fait vraiment en bref. J'avais l'ERN, donc l'Eternity Chain, le graphique est vraiment très intéressant, il nous dessine vraiment, j'ai l'impression que là en fait il nous dessine vraiment une grande tasse comme ça, et là vraiment on est sur le creux de la tasse quoi. Donc après à voir la suite, mais en tout cas si vraiment on était sur une tasse puis une anse, enfin la forme de graphique plutôt standard, si on était là-dessus, c'est quand même ici du coup une bonne zone de rechargement. Donc ici on a formé je pense un support qui pourrait tenir, après à voir si on revient le tester ou si on craque pour en faire un autre plus bas, je pense pas.
Je pense pas. En vue du site et du projet, c'est une plateforme d'NFT. Je vous montre rapidement. Voilà, donc il y a du Pelé, il y a du football. C'est quand même Eternity Chain. Ça a l'air d'être un projet quand même très solide. Il nous dessine des belles cartes NFT comme celle-ci, par exemple, de Pelé, ou des cartes de collection un peu dans un style gold. Franchement, j'ai l'impression qu'il peut vraiment y avoir un public derrière, des gens vraiment passionnés par le foot. Je pense que vraiment ça peut fonctionner ce genre de projet NFT. Donc voilà pour le RN. Ensuite il y a le PKF, donc Polka Foundry. Donc ça c'est avec un peu tout l'environnement Polkadot. Je pense que apparemment il devrait y avoir, enfin on va voir, hein, mais en tout cas là moi je pense que ça pourrait être éventuellement une belle opportunité. Après à vous de faire vos recherches sur le projet. Et enfin pour terminer il y a le PlotX. Donc là c'est plutôt une plateforme plutôt sur le marché de la prédiction. Donc voilà, le PlotX, je vous montre rapidement. Donc c'est plutôt voilà du marché sur la prédiction avec des partenaires comme Chainlink, Polygon. Donc voilà, je pense que je trouve qu'il y a plutôt de bons partenaires et que c'est un marché qui a encore plein de ressources. Donc voilà pour ces trois petites pépites que je vous présente. À voir, on va les suivre ensemble. Je tiens à remercier encore une fois Vegeta San pour ces projets qu'il me partage. Donc ensuite il y a le SEAL, pour ceux qui ont loupé l'épisode, il y a Probit qui a ajouté la paire du SEAL contre l'USDT. Donc bon, forcément il y a eu cette période de déchargement, toutes les personnes qui en avaient et qui voulaient s'en libérer, mais que c'était peut-être un peu trop compliqué de passer par le Bitcoin, qui se sont libérés directement par l'USDT. Puis ce petit pic, parce qu'à mon avis ça a également ouvert la porte à ceux qui voulaient entrer, mais qui pareil, c'est un peu trop compliqué d'acheter du Bitcoin pour ensuite acheter du SEAL, surtout pour quelqu'un qui n'est pas dans le monde de la crypto. Donc là c'est plus simple. Le fait de simplifier les choses, d'une part, ça rend le marché beaucoup plus accessible pour le grand public, et d'autre part, ça va nous permettre de suivre enfin un graphique qui n'est pas corrélé à la volatilité du Bitcoin. Donc ce sera voilà directement corrélé au SEAL et au projet du SEAL. Après, il y a des nouvelles news dans les tuyaux, en attendant de nouveaux listings de la part de nouvelles news de la part de XSL Labs. Pareil, il y aura des nouvelles news de partenariat, de nouveaux listings. Maintenant, il faut laisser le temps faire. Ensuite, si vous êtes rentré sur le SEAL pendant la période d'ICO, voilà, c'est pas à moins que votre projet c'était de décharger directement. Dans ce cas-là, vous l'avez déjà fait. Mais si vous êtes encore sur le SEAL à l'heure actuelle et vous y êtes depuis la période d'ICO, je pense que vous visez au moins du moyen ou du long terme. Donc franchement, soit vous arrivez vraiment à mettre votre émotionnel de côté et à croire au projet et à réussir à comprendre que voilà, le marché il va pas d'un coup partir vers le haut. Forcément il va dessiner des figures comme ça quoi. C'est un début de marché plutôt standard. Donc soit vous arrivez à faire ça, ou soit c'est trop compliqué pour vous de voir des grandes bougies rouges et de voir votre portefeuille fondre. Et dans ce cas-là, je vous conseille vraiment, en tout cas si vous êtes là pour du moyen ou du long terme, je vous conseille vraiment d'arrêter de regarder le graphique ou votre portefeuille, ou en tout cas de vous fixer des limites et des objectifs. Par exemple, vous vous dites voilà, je vais le regarder une fois par semaine ou une fois par mois, tous les premiers du mois, je regarde mon portefeuille, boum. Ou alors tous les dimanches, je regarde mon portefeuille, pour ceux qui veulent vraiment faire le plus serré. Je pense que vraiment, quelqu'un pour qui c'est compliqué de voir son portefeuille fondre et des bougies rouges, le maximum qu'il devrait regarder son portefeuille, ce serait une fois par semaine. Et encore, je trouve ça beaucoup. Ce serait peut-être mieux une fois par mois ou 2 fois par mois. Voilà, le 1 et le 15. Voilà, tous les 1 et le 15 du mois, tu te dis voilà, je vais regarder mon portefeuille qu'une seule fois, et ensuite la prochaine fois, c'est rendez-vous dans un mois. Déjà, ça te permettra de vivre plus tranquille, plus sereinement, de pas avoir ce stress de voir le marché s'effondrer, et voilà, sur une période de plus moyen et long terme, tu as plus de chances de voir ton portefeuille grandir que sur des petites périodes. Si tu le regardes toutes les heures, toutes les 30 secondes, franchement c'est invivable pour quelqu'un qui n'arrive pas à gérer et à maîtriser ses émotions. Donc en tout cas c'est le conseil que je vous donne, parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux autour du SEAL, je vois beaucoup d'agitation, de personnes qui doutent, etc. Donc voilà. Je vais pas faire plus long que ça, c'était déjà assez long comme vidéo. Donc ensuite, je vous présenterai éventuellement d'autres projets. Après voilà, j'aime bien aller sur cette page-là, par exemple.
Donc après voilà, j'aime bien par exemple aller sur cette page là et regarder, mais un peu plus dans les mini rectangles, les mini carrés, les points les plus verts. J'aime bien m'amuser à aller farfouiner un peu comme ça, aller fouiner un peu les petits carrés. Des fois c'est ceux-là qui sont plus intéressants parce que bon, on a compris les gros BTC, ETH, USDT, c'est bon, on a tous compris, on sait comment ça marche. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est des fois d'aller chercher comme ça des petites pépites. Donc, soit je m'amuse à aller farfouiller ici dans les mini carrés, quoi. Ou alors, ce que je m'amuse à faire aussi éventuellement, c'est d'aller sur des get.io ou Bitforex et de regarder les plus petits. De regarder les plus petits oh zut, j'arrive plus à parler, c'est d'aller sur get.io et de regarder voilà les plus petits projets, quoi, ceux qui valent le moins d'USDT, bon, à part SafeMars, mais après je fais mes recherches, quoi. Donc là on peut voir Akita, voilà, SafeMoon, SHIB, waouh, SHIB c'est énorme ce qu'il nous a fait, waouh. Il nous a fait une bougie de l'espace. Donc voilà, des fois je m'amuse un peu à fouiner comme ça les petits projets. Et après, bon, il y a quand même une procédure, quoi. C'est que je m'arrête pas juste au graphique que je vais voir ici. Ce que je fais, c'est que je prends le nom de la crypto, je vais la taper dans CoinGecko. Ensuite, je regarde, je vais voir un peu leur site internet, je fouille un peu sur l'équipe, je regarde un peu avec, si je trouve les noms de l'équipe, bah je recherche leur nom sur les réseaux sociaux, je regarde qu'est-ce qu'ils publient, je regarde un peu leurs antécédents sur LinkedIn, voilà. Et je fais un peu de recherche aussi sur leur livre blanc, leur but, leur objectif, à quelle demande ils comptent répondre, voilà, etc. C'est comme ça qu'on cherche aussi les petites pépites, parce que voilà, vous êtes nombreux à me demander des petites pépites et tout. Donc là, voilà, c'est quelque chose que je vous invite à faire aussi également de votre côté, si vous avez du temps. Après, si vous n'avez pas de temps, bah moi je veux bien le faire de temps en temps. C'est vrai que je l'ai jamais fait avec vous. On pourrait éventuellement se faire un petit truc comme ça, un de ces quatre, dans une vidéo, rechercher des petites pépites. Donc voilà, bah, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, merci aux 512 abonnés, franchement merci à vous les gars, grâce à vous on va aller loin, en tout cas vous êtes voilà le premier tremplin, la première marche, et j'espère que cette chaîne on va pouvoir la faire évoluer, surtout que je trouve le thème plutôt marrant, moi plutôt sympa, les comptes de la crypto, voilà, petit clin d'œil à ceux qui ont connu les années 90 avec les comptes de la crypte, bah manifestez-vous en tout cas ceux qui ont capté le petit clin d'œil des comptes de la crypte, un petit signe dans les commentaires, ça me fera plaisir de voir un peu combien de personnes sont de ma génération et ont pu vivre un peu ces époques-là. C'était une autre époque. Mais en tout cas, merci à vous. Objectif 2000 abonnés. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, un petit abonnement, un petit pouce bleu pour aider au référencement de la chaîne. Et vraiment, merci à vous de suivre la chaîne. Et n'hésitez pas à poser vos questions et à interagir avec moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée et bon week-end. Ciao!